Dans un instant, le buzz du jour sur Europe 1, on va s'intéresser à un tout autre sujet et très sérieux celui-là puisqu'on va s'intéresser à la situation en Irak. On va vous demander si vous pensez que la France devrait intervenir militairement sur place. Les États-Unis ont d'ores et déjà lancé des frappes aériennes depuis vendredi. Ce matin, l'Union européenne s'est réunie en urgence sur le dossier. Appelez-nous ce matin. Pensez-vous que la France doive intervenir militairement en Irak? Vos avis, vos réactions, c'est dans un instant avec nos invités au 39 21. Le buzz du jour jusqu'à 10h30 avec vous Thomas Joubert. Et la situation en Irak inquiète la communauté internationale. On vous le dit depuis ce matin sur Europe 1, l'Union européenne s'est réunie en urgence à Bruxelles dans la matinée. Depuis vendredi, les États-Unis ont lancé des opérations militaires pour venir en aide aux minorités kurdes et chrétiennes qui sont chassées du pays par l'État islamique en Irak. Les Américains tentent de contrer ainsi l'avancée des djihadistes. Barack Obama n'hésite pas à parler de génocide de ces populations. La France, de son côté, met en place une aide humanitaire pour les Kurdes et les Yazidis. Mais contrairement aux États-Unis, la France n'envisage pas de participer aux frappes aériennes. En revanche, il est question de faire livrer des armes aux combattants kurdes pour les aider. Alors selon vous, la France a-t-elle raison de livrer ses armes? Faut-il intervenir militairement ou laisser les Irakiens mener ce combat entre eux? J'attends vos appels et vos avis au 39 21 ou sur Twitter avec le hashtag LGDM. Avec nous en direct dans ce studio, Frédéric Tissot, médecin, diplomate. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien la région puisque vous êtes l'ancien consul de France à Erbil. Et puis Anne-Marie Lizin, présidente honoraire du Sénat belge, consultante à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez d'ailleurs un regard très européen sur ce conflit. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Frédéric Tisson, on va commencer avec vous. Est-ce que pour le moment la France adopte la bonne attitude face à ce conflit? Pas d'engagement militaire? Je pense que oui. Le président Hollande a annoncé que la France prendrait part à cette opération, à ce soutien, à ce sauvetage des populations chrétiennes et des populations yazidis. Il y a une aide humanitaire qui a été mise en place et il faut bien entendu qu'il y ait une aide militaire. Et je pense que cela passera par la dotation en armes plus moderne et plus efficace des Peshmerga. En revanche, une mobilisation sur le terrain de l'armée française, c'est pas envisagé? Mais je ne pense pas que ce soit utile, surtout. Pourquoi? Mais parce qu'il y a suffisamment de troupes de Peshmerga. Et deuxièmement, l'armée irakienne est très nombreuse. Et je pense que normalement, si le processus politique actuellement en cours à Bagdad se résout relativement facilement, il faudra bien que les troupes irakiennes défendent leur pays. En tout cas, il y a urgence? Bien entendu qu'il y a urgence. Et cela fait un moment qu'il y a urgence. Ça fait plusieurs mois. D'ailleurs, Anne-Marie Lizin, la France et aussi la communauté européenne n'ont pas trop tardé à réagir? Mais si, bien sûr, je pense que c'est unanime. En fait, ces combats contre ce groupe de al-Baghdadi ont commencé il y a plus de 2 ans, côté syrien aussi. Donc je pense que la France est prudente en partie pour ça, parce qu'il y a un engrenage. Il faut savoir que du côté syrien, vous avez 20 000 yazidis qui ont fui. Donc on n'est pas du tout uniquement dans un débat irakien sur le terrain, on est dans un débat sur les deux pays. Avec la Syrie. Et il était donc, oui, c'est Irak et Syrie. Il était donc très important qu'il y ait une décision militaire en plus des décisions humanitaires. L'Europe prend des décisions humanitaires, mais depuis des années. Ouais, évidemment, on pense à M. Kouchner, mais ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose, oui, fatalement pour les gens. Mais le problème ici, il est d'éliminer des combattants qui ont pris un territoire important des deux côtés. Et donc, c'est vraiment nécessaire de mettre en œuvre, peut-être, si on peut y arriver, une série de choses, d'articles qu'on a prévus dans le traité de Lisbonne, pour lequel l'Europe est également très prudente parce qu'il n'y a pas d'espoir d'unanimité à ce stade-ci. Mais le traité de Lisbonne prévoit que l'on puisse faire des coopérations renforcées sur des actions à vocation militaire et spécialement antiterroriste. Mais elle fait quoi concrètement l'Union européenne? Ah non, elle discute pour le moment. Donc, elle discute. Évidemment, tout le monde est en vacances. Alors, on est en train d'expliquer qu'il y a urgence. Il faut voir Bruxelles au niveau européen maintenant, mais c'est vide. Et donc, effectivement, c'est très important d'arriver à une décision tout à l'heure qui permette au moins à quelques pays d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'argent pour qu'il y ait achat d'armes? Est-ce que c'est envoi d'armes? Est-ce que c'est opérations militaires coordonnées qui de toute façon ne peuvent pas être faites sans la coordination avec les Américains? Et donc alors on ouvre tout de suite en disant
Mais est-ce que ce serait une coordination OTAN ou partout? Les Américains ne cherchent pas, pour le moment, ne disent pas qu'ils ont besoin de ça. Ils estiment qu'avec ce qu'ils font, ils peuvent justifier, disons, une opération alors au sol qui, elle, est précisément ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire une opération qui doit être, Peshmerga ou les autres forces des différents autres groupes, renforcées pour être capables de conforter sur le terrain. Et justement, ces frappes américaines, elles vont suffire ? Écoutez, je pense qu'il a pas mis il a répété encore hier, le président américain a répété encore hier qu'il ne mettait pas de délai. Donc, sans doute. Maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire et qu'est-ce que ça va vouloir entraîner en termes syriens? Parce que les Kurdes de Syrie ont aussi besoin d'un renforcement. Et ils combattent sans renforcement depuis, je vous ai dit, 2 ans. Alors, Frédéric Tissot, c'est une bonne idée d'armer les Kurdes? Bien entendu, c'est une excellente idée. Il faut absolument les armer. Car il y a de très nombreux Peshmerga qui certes n'ont plus l'habitude de se bagarrer comme ils l'ont fait il y a 30 ans et 20 ans, mais il faut absolument les armer pour effectivement combattre sur le terrain les djihadistes qui exterminent les gens. Sans risque pour la suite? Mais sans risque, il y a toujours des risques. Sans risque de quoi? Parce que les armes, on n'est pas sûr d'où elles atterrissent. En tout cas, on est sûr actuellement des gens qui exterminent. Et il faut... Quelles sont les forces qui sont en face? Ce sont les Peshmerga, donc il faut les armer. La France va armer clairement les Kurdes? La décision va être prise? Bien entendu. Laurent Fabius l'a annoncé. Donc j'espère que ça ira très vite et j'espère que ça sera envoyer des armes et pas donner de l'argent pour les acheter, etc. Il faut que ça soit immédiat. C'est comme l'aide humanitaire. Il faut, comme cela a été fait, que ça soit directement des vivres, des couvertures, des tentes, de l'eau, etc. C'est pas de l'argent pour acheter. Pour acheter où? Non. Je pense que la décision française de donner des armes aux Kurdes est excellente. Est-ce que je peux ajouter que ça a une implication évidemment très importante aussi au niveau de, on va dire, du parapluie politique d'une opération de ce genre, puisque par n'importe quel système pour lequel on va renforcer les sections Peshmerga ou les différentes milices kurdes, évidemment on va leur donner plus de poids dans la structure politique et de l'Irak et vraisemblablement de la Syrie. Et donc, puisque quand même les couloirs là, c'est le seul, c'est le seul couloir certain, c'est qu'une partie de ces combattants va évidemment aussi aller combattre en Syrie, parce que sur le terrain, c'est le même ennemi. Et donc, vous avez nécessairement un renforcement, et les Kurdes, des deux côtés, sont des gens sérieux, organisés, avec une structure équivalente à une structure d'État. Et donc, pour ne pas dire plus. Et donc, merci, madame. Oui, je ne vais pas jusqu'à l'indépendance, parce que le débat est beaucoup trop large, mais il est évident que l'autonomie kurde, tant en Irak que dans les zones autogérées en Syrie, donc de Rojava, sont des zones qui sont sérieuses en termes d'utilisation d'armement. Mais évidemment, vous ne pouvez jamais exclure, comme ça s'est passé pour le régiment 93, qu'à un moment donné, vous avez une prise de contrôle par l'ennemi et donc appropriation des armes. Et pourquoi il faut les défendre? C'est parce que l'État islamique d'Irak est dangereux, c'est le méchant, si on schématise? Attendez, il l'a annoncé lui-même. Qu'il était méchant et qu'il souhaitait tous les infidèles et tous ceux qui étaient contre lui, il fallait les exterminer. Avec des actes de barbarie qui ont lieu en ce moment. Exactement. Et il l'a fait. Il l'a montré, il l'a démontré. Que faire contre ces barbares? Sinon les tuer aussi. C'est terrible ce que je dis. Et je suis médecin. Mais il y a un moment donné, il faut effectivement prendre les armes, utiliser les mêmes armes que son ennemi. Et cet ennemi a annoncé à tous qu'il irait jusqu'à Bagdad, qu'il voulait aller jusqu'à Erbil, qu'il voulait prendre Damas. C'est ça le but, c'est de prendre Bagdad. Écoutez, pour l'État islamique. C'est ce qu'ils annoncent et c'est ce qu'ils font. Ils sont rentrés en Irak à Fallujah au mois de février et depuis, ils avancent. Bon, il faut quand même rendre un peu les choses... Il n'y a pas en Irak, du côté sunnite, uniquement ces groupes terroristes. Il y a aussi, je vais dire, l'ancien parti Baas, qui avait évidemment un rôle militaire aussi important. À l'époque de Saddam Hussein. Ah, bien sûr. Qui s'est caché, mais qui a toujours une existence bien précise. Et il y a alors aussi, dans différentes tribus sunnites, vous avez aussi des groupes d'autodéfense. Donc, vous avez nécessairement à prévoir dans la volet politique de l'Irak, quelle que soit la formule, un rôle important pour les sunnites d'Irak. Vous ne pouvez pas les éliminer non plus. Donc, ce qu'il faut éliminer, c'est le comportement terroriste, donc qui crée la terreur.
sur le groupe particulier de l'État islamique. Bien entendu, vous avez raison, madame. Les sunnites, je n'ai jamais d'ailleurs prononcé le mot sunnite, il faut combattre les djihadistes. Les sunnites doivent participer au gouvernement. C'est ce que Maliki n'a pas fait, ne voulait pas faire. L'ancien Premier ministre qui a été débarqué. Premier ministre qui a été débarqué mais qui ne veut pas être débarqué. Il n'a jamais souhaité que les sunnites participent à la gouvernance de ce pays. Il faut que l'ensemble des composantes politiques participent à la gouvernance de ce pays. Les sunnites qui ont été chassés après la première guerre d'Irak du pouvoir par les Américains à l'époque de Saddam Hussein, si on refait un petit peu d'histoire. Allez, 39-21, on va prendre le sentiment des auditeurs d'Europe 1 ce matin au standard sur cette question. Est-ce que la France doit intervenir militairement en Irak? Harris, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Mont-Saint-Martin. Oui, en fait, je suis en vacances dans le sud de la France, exactement à Béziers. Voilà, mais quand même, comme j'écoute l'Europe 1 tous les matins. C'est gentil. Donc, et le sujet m'intéresse beaucoup parce que je travaille beaucoup sur ça, en fait, donc sur Facebook. J'alerte un petit peu l'opinion des amis, enfin, tout ce qui est... Alors, intervenir humanitairement ou militairement? Moi, je vous dis militairement, parce que, voilà, donc c'est les armes qui jouent là-bas. Donc, humanitairement, c'est bien, les deux de toute façon, pour les persécuter, pour tous ceux qui seront déplacés, justement, à cause de la persécution. Mais surtout militairement, parce que les islamistes, ils gagnent plus de terrain, donc de plus en plus, ils avancent. Donc, si on leur fait pas barrage, je crois que, voilà, eux, ils ont un objectif, c'est d'instaurer un État islamique partout dans le monde, pourquoi pas, il n'y a pas qu'en Irak ou en Syrie. Et je crois que ça vient aussi en Europe, puisqu'on voit des manifestations avec leurs banderoles, leurs emblèmes. Et après, bon, bien sûr, il ne faut pas avoir peur d'eux, parce que dès qu'ils savent semer la terreur, et du coup, quand on a peur d'eux, ou bien on démontre qu'on a peur d'eux, eux, ils ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de la mort. Mais au moins faire barrage pour laisser vivre ceux qui souhaitent, justement, qui aspirent à la vie. C'est ça la situation sur le terrain de Marie-Lisa? Oui, c'est très très important ce que vient de dire cet auditeur, parce qu'en fait, il y a eu mercredi à Berlin une manifestation des Kurdes. Il y a beaucoup de Kurdes en Allemagne. Et il y avait des provocateurs de Daesh, donc de l'État islamique, qui sont entrés dans la manifestation avec des couteaux. Donc il y a en Europe... On peut craindre une exportation du conflit sur nos terres européennes? Bien sûr. On peut craindre, on est devant. Et les services allemands ont dû faire face. Donc évidemment, c'est très important, mais c'est important aussi sur le terrain, cette façon de lutter contre la terreur instaurée par les récits sur Internet, par toute une série de choses à l'égard de l'État islamique. Et d'ailleurs, certains d'entre eux l'ont compris parce que ils essayent de pacifier leur comportement. Je vous ai dit, il n'y a pas que dans l'accord sunnite, si vous voulez, en Irak, c'est évident. Et donc, il y a une partie de gens à l'intérieur, notamment dans le Bas, qui n'apprécient pas ce type d'excès. Et il y a, je l'espère, suffisamment de formateurs aujourd'hui, c'est ça aussi que nous pouvons faire, qui, vis-à-vis et des Peshmerga et des autres milices qui travaillent pour les Kurdes en Syrie, de réussir à ce que cette peur que le combattant kurde a vraiment soit dominé. Et ça, c'est un métier militaire que de le faire. Merci Harris pour votre appel. Marie-Thérèse, Abdel, Patrick, Michel sont en attente au standard d'Europe 1. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec cette question. La France doit-elle intervenir militairement en Irak? 39-21, vous pouvez encore réagir également sur les réseaux sociaux, Twitter, #LGDM. À tout de suite. Europe 1. Le buzz du jour jusqu'à 10h30 avec vous Thomas Joubert et cette question, la France doit-elle intervenir militairement en Irak? Vous nous en parlez avec vos invités, Frédéric Tissot, médecin, diplomate, ancien consul de France à Erbil, et Anne-Marie Lisin, présidente honoraire du Sénat belge, consultante associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et on reprend notre débat avec Frédéric Tissot par rapport à ce qu'on disait juste avant cette pause. C'est réaliste une intervention militaire française, Frédéric Tissot? Comme je l'ai dit, il n'y a pas lieu d'envoyer des troupes au sol. Il y a lieu certainement d'envoyer des conseillers, mais il y a lieu surtout de donner des armes. Je rappelle que les djihadistes ont une ambition mondiale, un califat, ça veut dire une ambition mondiale, et que effectivement, ça ne s'arrête pas à l'Irak et à la Syrie, et que ces personnes, ces djihadistes qui ne sont pas des musulmans, je le rappelle, je ne veux pas dire que ces gens sont musulmans, les musulmans ne font pas cela. En tout cas, ils sont extrémistes.
Ceux-ci sont extrémistes. Ils sont surtout des terroristes, parce qu'ils sèment la terreur, ils tuent, ils violent, et ils égorgent. Il faut effectivement les combattre, mais alors vraiment avec la plus grande fermeté. Et Barack Obama a même parlé de génocide sur place. Standard d'Europe 1, 3921, Marie-Thérèse nous appelle à Lyon. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, bonjour. Alors est-ce que vous pensez que la France devrait intervenir pour régler cette situation ? Je pense que la France ne doit pas intervenir en envoyant des militaires au sol. Parce que, premièrement, on n'a plus d'argent. Deuxièmement, nos militaires font des miracles au Mali. Ils sont fatigués. Notre matériel est fatigué. On parle de réduire les crédits de la défense. Donc, on ne peut pas jouer les grands chefs et se payer le luxe d'utiliser nos forces de défense extérieure. Je crois plutôt que envoyer des armes, peut-être, si on en a, mais surtout, je crois qu'il faut cesser de travailler tout seul, nous, les Français, quand il y a quelque chose quelque part. Comme vous dites si bien, en Europe, ils sont en vacances. Au Parlement européen, ils sont en vacances. Nous sommes 27 en Europe. Alors ça fait 27 fois des armes à envoyer à ces pauvres Kurdes qui se défendent comme ils peuvent. Mais la France toute seule, non. Et c'est la question que je posais. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Est-ce que c'est vraiment réaliste de toute manière une intervention au sol de l'armée française ? Est-ce que on a les moyens d'aller combattre en Irak, Frédéric Tissot ? Non, pour ma part, non, on n'a pas du tout les moyens et il ne le faut pas. Et quelles que soient les forces, je ne vois pas pourquoi des forces françaises, européennes ou américaines iraient au sol. Actuellement, c'est surtout donner du matériel et permettre, et bien entendu avec du combat aérien. Anne-Marie Lizin, il faut rappeler que les Américains, quand même, ils étaient au sol jusqu'à 2011, donc c'est pas un terrain qu'ils ne connaissent pas, c'est un terrain qu'ils connaissent vraiment. Justement, il y a le spectre de cette guerre ratée, honnêtement, la guerre de George Bush. Attention, nous étions totalement opposés. C'est aussi pour ça que les Américains ne veulent pas y retourner. Il y a toujours je pense ce qu'il y a une spectre contradiction dans la position de M. Obama, qu'il a tenté d'expliquer par un volet humanitaro-militaire, mais effectivement, par rapport à sa condamnation de la guerre en Irak et sa reconnaissance de l'échec, vous savez, moi j'étais à Bagdad pour fêter, entre guillemets, le 10e anniversaire de la victoire américaine par une conférence de la Ligue arabe et du Parlement arabe. C'est vous dire à quel point c'est à la fois triste et c'est ridicule. Donc tout le monde admet que ça a été un échec. Donc comment éviter la répétition de cette position-là ? Et M. Obama est devant ce dilemme de le réussir avec des frappes sans présence au sol. Et ils ont quand même une présence bien réelle de conseillers, etc., de ce qu'ils appellent le training. Et puis, tout le monde sait qu'il y a des opérations humanitaires qui ont un petit volet spécial. On ne peut pas accuser M. Poutine de faire une opération humanitaire avec un volet spécial et ne pas savoir que ça nous arrive aussi. Donc, effectivement, dans ce cas, le volet militaire est masqué et le sera et le restera. Maintenant, la question de la France seule, votre auditrice a raison, ce n'est pas une bonne chose. D'abord parce que l'Europe est d'or. Elle est en vacances, comme nous disait Marie-Thérèse. Ah mais complètement, je vous ai dit, Bruxelles est vide. Mais ça n'empêche pas que le mécanisme va fonctionner pour la réunion qui est en cours, avec des ambassadeurs ou des remplaçants d'ambassadeurs, et qui vont quand même, sans doute, je l'espère, essayer d'appliquer ce traité de Lisbonne. On l'a fait pour ça, spécifiquement en parlant de la possibilité du soutien à apporter à des pays tiers pour la lutte antiterroriste. Qu'est-ce que c'est d'autre que ce qu'on demande ? Donc ça s'applique pour l'Irak. Abdel, au Centre d'Europe 1, nous appelle de Tourcoing. Bonjour Abdel. Bonjour monsieur, dame, à vous inviter bien sûr. Moi j'interviens pour dire que je crois la France elle est en retard pour faire de voir cette situation. On a trop tardé. Trop tardé même. Trop tardé parce que votre invité a dit ce n'est pas possible, la France n'a pas les moyens pour intervenir militairement. Moi je lui réponds tout de suite. Expliquez-moi comment les services spéciaux français se trouvent en Syrie. Bien sûr. Et cette situation en Irak, ce n'est que les conséquences de notre ou de l'ensemble des Occidentaux qui ont intervenu en Syrie. N'oubliez pas ça, les conséquences. Deuxième conséquence, je ne reviens pas en arrière pour dire que ce sont les Américains qui ont créé cette situation avec l'élimination des sunnites, puisque vous venez de parler des sunnites, mais cet État, l'existence de cet État islamique, j'interdis qui que soit qui me parle d'État islamique, car il s'agit d'un État de terroristes. Oui, c'est leur nom, c'est le nom, c'est l'État islamique d'Irak et le vent. Si vous voulez,
de l'existence de la rébellion de l'ex-parti Baath, qui existe, attention, et tout le monde sait qu'elle existe, et l'existence même de cet État islamique n'est que l'existence de tribus irakiennes de Lambar et de Fallujah. Et ces terroristes ne sont rentrés à Fallujah et compagnie que grâce à ces tribus, que grâce à cette rébellion irakienne. Donc je ne veux pas qu'on nous parle d'islam ou d'islamisme ou de musulmans. Ça n'a rien à voir. Merci Abdel de cette mise au point. Merci de nous avoir appelé. Patrick au 3921 nous appelle de Marseille. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. La conversation dévie un peu, parce que la question de base était une intervention militaire. C'est évident qu'intervention, bien sûr, mais la première chose, je crois que les spécialistes l'a dit, il faudrait peut-être que la France arrête de jouer les leaderships, sachant qu'elle devrait interpeller l'Europe pour justement mettre les choses sur la table, même si elle intervient activement. On n'a pas joué les sauveurs, Patrick, c'est ce que vous nous dites? C'est pas qu'on n'a pas à jouer les sauveurs, il faut intervenir, mais on ne peut pas prendre un leadership dont on n'a absolument pas les moyens, ni politiquement, ni logistiquement, ni stratégiquement. Donc ça, c'est une erreur pour l'instant. Ceci étant, il faut intervenir. Deuxième chose, militairement, bien sûr, mais là encore, on est un peu en décalage. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû développer ce qu'on appelle les drones, qui font maintenant merveille, puisque ça évite d'avoir des troupes au sol. Et actuellement, nous n'avons pas, mais alors pas du tout, les moyens logistiques de développer des troupes au sol. Alors Frédéric Tissot va vous répondre, Patrick. Non, je pense, d'abord, vous avez bien dit que notre logistique était faible, etc. N'empêche que la voix de la France doit continuer à compter, même s'il n'y a que la voix. Et la voix de la France, je peux vous dire qu'elle est toujours attendue et qu'elle a été la bienvenue lorsque le président François Hollande a téléphoné à Massoud Barzani et a annoncé cela. Uniquement cela a fait en sorte que, bien entendu, tout s'est enchaîné ensuite. Une réunion du Conseil de sécurité qui n'a rien donné, certes, mais en tout cas, Obama a tout de suite décidé de frappe. Et je pense que ça a été bien entendu. La France ne peut pas intervenir toute seule. Elle n'a pas à intervenir toute seule. Mais il faut que quelqu'un porte la voix. Et ça, la France, et je m'en félicite, l'a porté. On l'a toujours cette voix? Pour une fois, j'entends un Français qui dit des choses positives sur la France. C'est vraiment bien. Je rappelle que vous êtes belge. Hein. Oui, je suis vraiment convaincue de ça. C'est que la France peut, dans tout le dossier de la politique européenne de sécurité... On a toujours un point important sur ces questions. Mais bien sûr, vous êtes la principale armée. Alors je dis bien, les Anglais sont importants, les Allemands le sont redevenus, mais avec les limites constitutionnelles. Qu'est-ce qu'ils font les Anglais? Pourquoi ils s'engagent pas aux côtés des Américains? Ah ben ils font beaucoup, vous inquiétez pas, ils font énormément. Leurs services sont extrêmement efficaces et au niveau humanitaire, ils participent énormément. Oui. Maintenant, si je peux me permettre, de la manière la plus hypocrite qui soit. Et donc, je pense au total que la France a montré son visage dans ce débat. C'était son rôle, car sur la Syrie, je reviens toujours au lien de ce dossier très important, comme l'a dit votre interlocuteur de Tourcoing, c'est de la Syrie, en fait, qu'est venue toute la déstabilisation. Et c'est évident que politiquement, la France a à dire en Irak, et là, et c'est d'ailleurs de là qu'on voulait l'éliminer, et c'est très bien de réoser parler maintenant. Est-ce que la voix de la France est une voix autonome? On a beaucoup accusé M. Fabius d'être très lié à la position américaine sur la Syrie, même un peu plus, vous voyez. Et je pense qu'au total, c'est une voix réelle de la France qu'il faut faire entendre. Madame, il faudra revoir l'analyse sur la Syrie, je pense. Je vous rappelle que la France, au moment de la Syrie, était pour une intervention avec les Américains et que M. Poutine a très bien joué et a fait que tout cela est tombé. Mais n'empêche que la France était absolument prête à intervenir en Syrie. C'est vrai, monsieur. La France, je veux ajouter quand même, la logistique et de façon générale la coordination technique d'une opération militaire comme celle dont on a besoin contre les terroristes n'est pas possible sans les Américains. Alors est-ce qu'on doit intervenir militairement en Irak? Je prends Michel au standard d'Europe 1 qui nous appelle de Paris. Michel? Oui, j'arrive. Rejoignez votre téléphone. Et rapidement s'il vous plaît, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, est-ce que selon vous la France doit intervenir militairement en Irak? Parce que moi, c'est ce que j'ai dit au standard, j'ai l'expérience de la guerre. J'ai fait la guerre d'Algérie, où on nous racontait, c'est ce que j'ai dit à votre standard avant de partir, la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. En plus, on n'a plus de poignons, les militaires français, ils sont mal équipés,
Il faut qu'ils s'achètent des gilets pare-balles qui résistent avant d'aller en opération au Mali ou en Centrafrique. Puis les gens qui disent faut aller à la guerre, ce qu'il faut penser, c'est à une solution pacifique et politique avant de vouloir faire la guerre. Là, ce qui est lamentable, c'est que c'est les Américains qui ont foutu le bordel. Je suis un peu grossier, mais c'est la vérité. C'est la réalité, oui, on est dans un bourbier. Ils ont les armes à l'Irak en pensant qu'ils pourraient se défendre tout seuls. Finalement, ils ont reculé comme des lapins quand les autres sont avancés en abandonnant leurs armes. On n'en finit plus là. Faut prendre le problème et le raisonner à fond. Faut pas dire on y va. Ouais, pour vous, Michel, de toute manière, on n'a pas les... parce que c'est le seul pouvoir qu'il a d'envoyer les gens à la guerre. Bon, alors on nous a raconté le Mali, ça durera pas longtemps. Le Centrafrique, ça durera pas longtemps. Et les pauvres mecs qui sont là-bas, faut la faire la guerre, parce que c'est... Non, faut arrêter les bêtises. Surtout quand on sait quand ça démarre et on sait jamais quand ça se termine. Michel, à l'instant, nous disait avec ses mots à lui que la France n'avait pas de toute manière les moyens d'intervenir. Frédéric Tissot, je répète que la voix de la France est extrêmement importante. La position de la France en Europe et dans le monde est toujours très importante. Elle est très attendue par le monde. Certes, au niveau militaire, nous ne pouvons pas intervenir, mais nous devons participer à armer ceux qui actuellement défendent les chrétiens, les yazidis et les autres Irakiens. Et ce sera effectivement sans doute une décision qu'on prendra dans les prochains jours. Frédéric Tissot, diplomate, ancien consul de France à Erbil, merci d'avoir été avec nous. Anne-Marie Lizin, présidente honoraire du Sénat belge, consultante à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, merci d'avoir participé à ce débat sur Europe. Merci.